Bonjour à toutes et à tous, bienvenue bien évidemment au cœur de la foire de Brignoles en Provence Verte. Et ça y est, on y est, c'est le week-end gastronomie. Alors bien évidemment, il y a aussi la fête de la ruralité. Pendant 3 jours, ça a démarré hier jusqu'à demain. Mais aujourd'hui, nous démarrons ce week-end gastronomie. Et bien sûr, pour ce week-end gastronomie, vous la reconnaissez, elle n'est pas à la télé aujourd'hui, elle est avec nous. C'est Marie Tavaki qui est journaliste culinaire, le Var des gastronomes. Et c'est toujours cet énorme succès, le Var des gastronomes. Marie, et toi, tu t'éclates vraiment dans la gastronomie. Tu connais tous les chefs et justement, tu vas nous présenter un tout petit peu ce qui va se passer aujourd'hui, ce samedi, avec tes invités sur ta cuisine au cœur du hall gastronomie. Bonjour à tous. Alors, énorme succès, mais surtout grâce aux chefs qui sont très populaires. J'y suis pas pour grand-chose. On les met en avant. Tout le week-end, on va mettre en avant les chefs, la cuisine, les recettes, les producteurs locaux, l'agneau du Var en exclusivité. Parce qu'on va faire un petit focus sur les producteurs d'agneau. Et on va commencer avec Benoît Witz, justement, qui nous cuisine ce matin un dos d'agneau à la menthe, saucisses et galettes de soca. Donc on va commencer dans 5 minutes. Benoît Witz qui est chef au Jardin Secret à Loucalen à Cotignac. Donc il va nous proposer sa recette. Venez avec nous découvrir les tours de main, leurs astuces, leurs bons conseils. Et puis toute la journée, on continuera à 12h15 avec Jocelyn Dubourg, lui qui est chef à Gien, qui nous fera un sanglier, un effiloché de sanglier, une recette très gourmande. Et puis on continuera cet après-midi à 15h15 avec Raphaël Linossier, qui est chef au domaine La Fond des Pères au Bossé, qui va, alors lui, ils viennent à 2. On a choisi deux produits qui sont petits pois et fraises. Lui va faire un plat salé, son chef pâtissier va faire un plat sucré avec ça. Donc ça va être très intéressant. À 16h30, on fêtera, ce sera l'heure du goûter, avec une chef pâtissière qui s'appelle Romane Dolciami, qui va nous faire un cooking vegan et gourmand. Ça va être une tuerie, je vous le dis de suite. Et puis là, le public pourra venir sur scène avec Romane façonner les cookies. Donc ça va être assez sympa. Et à 18h, grande fête à 18h pour l'apéro, sera apéro terroir avec Nicolas Pierantoni qui est chef à l'hôtellerie de l'Abbaye de la Selle. Donc on va passer un super moment autour des pois chiches du Var. Donc une journée dédiée aux bons produits, aux bonnes recettes, à la gastronomie. Donc je vous invite à venir nous rejoindre au hall gastronomie et Benoît Witz est déjà en train d'allumer la casserole. Donc on va enchaîner rapidement. Merci beaucoup Marie. Alors Benoît, on va lui poser, en fait tu auras l'occasion de lui poser des questions tout à l'heure, mais c'est vrai que le lieu est vraiment extraordinaire. Le lieu où travaille Benoît, ce restaurant finalement, il est dans un endroit magique. Alors oui, Loucalen, c'est une très très jolie maison en Provence avec un restaurant dans une maison de famille. Donc en hiver, on a un côté très maison familiale, on mange dans des petits salons. Et puis en été, il y a cette terrasse avec les petites loupiottes, avec la vigne, avec les oliviers. Un très très bel endroit, mais c'est Benoît qui sera le mieux placé pour nous en parler en même temps que sa démonstration, parce que j'aime bien leur faire 2 choses à la fois, cuisiner et parler. Merci beaucoup Marie. Donc on va démarrer d'ici quelques instants. Rejoignez-nous mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et puis on nous entend également à la radio sur le 94.5. On est en direct et on sera en direct bien jusqu'à dimanche. Donc vous nous écoutez à la radio. Vous pouvez venir nous retrouver ici sur la foire de Brignoles en Provence Verte. N'hésitez surtout pas à le faire. Nous on sera ravis de vous accueillir. Et puis surtout, il y aura également les dégustations. Marie, les chefs sont là pour nous présenter des recettes, pour mettre en avant, pour valoriser en fait les produits locaux et puis aussi pour faire goûter ces produits. Alors toujours l'assiette on va dire de présentation et puis la dégustation qui va s'enchaîner. C'est bien ça. Si on goûte pas, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc non, en plus ils ont chargé. Ils ont prévu les quantités. Donc effectivement, en fin de démonstration, on goûte le plat réalisé. Et puis on a également un accord mets et vins à chaque démonstration qui est en partenariat avec les vins de Provence. Donc, qui est animé par Roland Mistre, qui va nous faire découvrir aussi tous les secrets des Côtes de Provence. Est-ce que tu peux nous parler, parce que le chef est en train de préparer justement sa cuisine, est-ce que tu peux nous parler également du Var des gastronomes, parce que
Oui, on te connaît en tant que journaliste culinaire. C'est vrai que tu es aussi sur des gros événements autour de la gastronomie. Il est évident que nous, on soit heureux de t'accueillir ici sur cette cuisine, dans ta cuisine. Donc du coup, c'était la cuisine de Sarah Tatouille jusqu'à hier. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on t'accueille également, puisque la cuisine, c'est un partage finalement, Marie. C'est ça, ben oui, l'idée c'est de faire partager tout ça, de faire sortir les chefs de leur cuisine aussi, de montrer ce qu'ils savent faire. Et moi, ben, c'est un petit peu mon métier depuis 12 ans maintenant. En fait, j'avais créé le blog Le Var des gastronomes il y a une dizaine d'années parce que, étant journaliste culinaire, j'allais voir beaucoup de restaurants et puis j'ai eu envie de partager ces bonnes adresses. Et l'idée, c'est de... Enfin, moi, mon créneau, c'est de partager les gens qui travaillent dans l'artisanat, avec des produits locaux, des produits de saison, parce que je suis convaincue que le bien manger, c'est important, que quand on mange de saison, les choses ont un bon goût, que je refuse de manger de la tomate qui vient de l'autre bout du monde. Et puis, la réalité, c'est que nos maraîchers, nos producteurs locaux, il faut aller consommer chez eux pour ne pas les perdre, parce que si on achète tout au supermarché, au bout d'un moment, on perdra nos producteurs. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre en valeur pendant le week-end. Et puis, mon activité, oui, pour revenir sur ta question, Thierry, le Var des gastronomes, alors c'est un blog, c'est un compte Instagram, un compte Facebook où je partage mes bonnes adresses, mes bons plans, les événements culinaires. Et puis, depuis quelques mois, j'ai aussi une émission à BFM Toulon-Var le jeudi où on prolonge ce partage avec, en mettant en avant toujours pareil les producteurs, les chefs. Parce que ils se décarcassent à travailler du fait maison, à cuisiner et à nous faire des belles choses. Donc l'idée, c'est de le faire savoir. Et puis oui, une bonne table, ça se partage, on ne la garde pas pour soi. Comment alors tu les connais? Ouais, on peut y aller? On va pouvoir démarrer, c'est ça? Vous me dites, hein? Voilà. Ah. Merci Evelyne. On va faire un petit coucou à Evelyne également tout à l'heure. On aura l'occasion de parler pois chiches, les fameux pois chiches de Roch Baron. Ouais. Effectivement. Les fameux pois chiches qui n'ont pas de peau, parce qu'ils les plantent à une certaine saison et du coup, ces pois chiches n'ont pas de peau et ils sont encore plus digestes. On aura l'occasion de mettre en avant ces pois chiches aussi sur la foire de Brignoles en Provence verte. Et le chef, je pense qu'on va démarrer, Benoît. Donc, il est prêt. Il est prêt, Benoît. Allez, on va démarrer cette démonstration, cette première démonstration avec Benoît Witz, chef au Jardin Secret à Loucalin, à Cotignac. Un endroit fabuleux, un endroit magique. Marie fait des photos déjà pour mettre sur les réseaux sociaux, sur son blog. Marie, elle est au micro, elle est en train de faire des photos. C'est vrai, elle gère, mais c'est incroyable, hein. Elle est exceptionnelle. Et puis les chefs la connaissent, hein. Alors justement, Marie, comment tu connais beaucoup de chefs, tu connais beaucoup de lieux, de restaurants, mais des fois on t'indique, on te dit mais tu devrais aller voir un tel, et là tu pars avec ta voiture et tu découvres des lieux parfois que tu ne connaissais pas. Oui, c'est ça, parce qu'après c'est une histoire de bouche à oreille. Alors au bout de 10 ans, à force, j'en ai vu beaucoup. Mais ça tourne tout le temps, il y a toujours des nouvelles adresses à découvrir, des jeunes chefs qui s'installent. Alors les chefs, généralement, sont beaucoup dans le partage parce qu'ils ont un petit second de cuisine qui a fait son temps avec eux, qui finalement va ouvrir son restaurant. Alors ils me disent « Ah, tu devrais aller voir un tel, c'est un ancien à moi, il a ouvert son adresse, donc on y va ». Et puis là, ce que je vois, c'est à chaque fois que j'en invite un à la télé, systématiquement, il me donne un contact de producteur en me disant « Tu devrais aller le voir, c'est bien ce qu'il fait ». Donc oui, à force... on accumule, mais il y a toujours des nouvelles choses. C'est pour ça que c'est passionnant comme domaine, parce qu'on n'en a jamais fait le tour. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Donc après, des fois, on me dit « Oui, ça fait 3 ans que j'attends que tu viennes me voir, mais je suis seule avec moi-même. » Donc on fait en fonction du temps disponible et des demandes. Et puis après, comme j'organise pas mal d'événements, ces événements-là, il faut aller chercher les chefs qu'on connaît, puis aussi mettre en avant des petits nouveaux qui ont besoin de se faire connaître. Donc tout ça est un cercle qui fait qu'à force, on connaît un petit peu de monde. Et puis, j'ai aussi beaucoup de chance, c'est qu'à chaque fois que je leur demande quelque chose, ils me disent oui. Donc ça, c'est une grande chance et je les remercie pour ça, s'ils sont toujours partants. Comment les chefs appréhendent aussi la venue à faire une démonstration, parce qu'ils sont super à l'aise dans leur cuisine, en laissant bien évidemment dans leur univers, mais là ils sont face au public et c'est encore un autre exercice, Marie.
c'est un autre exercice, mais ils y arrivent très bien. Comme ils sont dans le partage, ils y arrivent très bien. Alors, il y en a qui sont plus réservés que d'autres. Il y en a, bon, Benoît, c'est pas sa première démo, parce que c'est un chef avec un parcours de dingue, mais on va lui poser la question dans un instant. Mais non, l'idée, c'est, moi, je leur envoie un petit mot avec un peu les consignes, le thème, ce à quoi il faut penser, leur dire de ne pas oublier leur poêle à induction, par exemple. Voilà, c'est la première démo du matin, mais on a toujours de quoi faire. Même, hein. Mais c'est des gens, au quotidien, ils sont organisés, ils savent y faire. Et puis après, il y a toujours une petite part d'improvisation, mais ça se passe toujours bien. On rattrape et puis on s'en sort. Mais on va lui poser un peu des questions sur son parcours et tout ça. Dès que la poêle sera chaude. Oui, en fait, avant de commencer, justement, j'ai amené ma poêle en fer blanc et en fait, elle va très bien sur l'induction. Ah, d'accord. Il suffit pas, j'aime pas trop le Tefal parce qu'en fait, il n'y a pas de sucre qui s'accroche, donc j'aime bien ça. Ah. Et ça fonctionne. C'est incroyable. Il y avait juste besoin de faire chauffer un peu, donc c'est là au cas où, celle-là. Le rayonnement est un peu violent peut-être pour cette petite induction. Nous, sur notre matériel professionnel, on a, des fois, justement, il y a des aléas dans la vie qui font que des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure, vous ne l'avez pas lancé, et là, je crois que c'est parti. Et là, ça fonctionne. Mais ça fonctionne très bien. Vous utilisez plus le feu, donc pas l'induction au restaurant. Alors, le jardin secret, on utilise aussi bien de la flamme en direct, avec un brasero, avec un big green egg. On utilise également un four à bois, à pizza. On s'en sert aussi pour cuire, pas que des pizzas, on ne fait pas de pizza à la base, mais ça peut arriver. Mais on peut cuire une volaille entière, on peut cuire des légumes dans un plat à gratin, on peut cuire un petit cochon entier, des gigots, enfin voilà. Et puis on a le classique induction, on a les classiques plancha et la flamme. C'est vrai que le cuisinier, quand même, à départ, c'est maîtriser le feu et maîtriser la flamme. C'est plus simple pour moi de gérer des flammes qu'une induction avec des touches. On est d'accord. Parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Voilà. On est d'accord. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, les jeunes, je pense, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je pense que les jeunes maintenant, on les forme également à toucher un peu à tout, parce que au départ, le chef, il a son gaz, il a ses flammes, il voit, il va baisser le feu si il veut quelque chose de plus doux, alors que là on voit rien, il faut simplement gérer l'électronique, la plaque quoi. En fait les flammes c'est pas plus simple, parce que je dirais que c'est plus compliqué à gérer le feu, parce que en fait vous demandez à un four à 200 degrés, vous mettez votre thermostat à 200. Quand vous avez un four à bois, les 200 on va lui demander autrement quoi. C'est ça, il faut gérer, il faut pouvoir. Je trouve que c'est plus difficile quoi. C'est beaucoup plus difficile. Alors, exactement. Alors aujourd'hui, on travaille sur l'agneau. L'agneau, c'est un agneau du Var, du Haut-Var aussi. Moi, habituellement, je travaille de l'agneau de Sisteron. Ici, donc, c'est un agneau qui vient de... Je n'ai pas les fiches sous les yeux parce que... Je sais qu'il vient du Var, ça c'est une certitude. Oui. Marie. Alors ce week-end, effectivement, on a choisi de mettre en avant l'agneau, de mettre en avant cette filière. Et on a sur la foire, tout le week-end, on a 2 éleveurs qui sont présents. Donc le premier, c'est le GAEC des Graous, c'est la famille Bellini à Châteauvieux, qui sont aujourd'hui présents sur la foire juste à la sortie du hall gastronomie. Et on aura demain le GIE du Bruys, qui est la famille Fabre à la Roque-Esclapon, qui sera là demain pour vendre leurs produits, aussi bien de la viande que des fromages. Et je vous invite à aller les voir. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil de ma pensée, ça commence bien. En fait, c'est un propos de l'agneau. Et l'agneau, toutes les viandes, normalement, quand vous les achetez, elles ont un tampon. Et le tampon est obligatoire, c'est-à-dire un service vétérinaire est passé. Alors, en règle générale, il y a toujours les inscriptions qui font partie, les codes classiques qu'on connaît. Le premier, c'est la provenance de l'agneau. Donc là, c'est un agneau qui vient du 04. Ensuite, c'est de l'agneau qui est tamponné par l'abattoir. Donc il y a une référence d'abattoir. Et le numéro de lot. Voilà, donc il y a toujours ces mêmes choses sur un tampon. Voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît la traçabilité. Exactement. Vous savez tout maintenant. Voilà, et nous, on est censés, tous les restaurateurs sont censés garder donc les étiquettes ou au moins la traçabilité de chaque produit carné, tout ce qui est protéine animale en fait.
les œufs, la crème, le lait, enfin tout ça. Et on doit pouvoir retrouver, remonter à la filière jusqu'au producteur en fait. Voilà. Et grâce à ce tampon, on sait que le numéro il appartient à une telle personne qui est passée à cet abattoir-là pour voilà. Donc toute sa vie est sur ce petit bout de tampon. Voilà. Alors Benoît, là vous êtes en train de faire quoi? Parce que je vous vois Oui. dépioter ce morceau. Racontez-nous ce que vous faites. Alors là, moi j'ai décidé d'utiliser l'agneau, le coffre d'agneau. Donc c'est le coffre, il est un peu grand, donc je ne l'ai pas amené en entier. J'ai amené juste un bout de côte découverte, hein, on appelle ça. Donc l'agneau est formé comme ça. Devant il y a le carré avec la tête, les épaules sur les côtés, et ici à l'arrière vous avez le gigot qui arrive, voilà, la selle et le gigot. Donc j'ai décidé d'utiliser l'agneau. Et nous, on aime bien utiliser tout sur un poisson, sur une viande et notamment sur cet agneau. La première chose qu'on fait quand on touche une viande, on lui retire le parchemin. Le parchemin, c'est cette petite peau, voilà, de l'agneau qu'on enlève parce vu que les agneaux, quand ils sont abattus, ils sont mortifiés et ils sèchent quelques jours dans les chambres froides. Et souvent, ils ont un goût un peu pas très agréable. Alors, par précaution, on l'enlève, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autre chose, j'ai voulu utiliser tout sur l'agneau. Donc ça, je ne peux pas en faire grand-chose, hormis faire fondre du gras. Voilà, on peut le mettre là-dessus, on le fait fondre. On récupère un peu de gras pour cuisiner ensuite la viande. Alors ça, c'est le nerf de la guerre en restaurant, c'est d'utiliser tout. Oui. Moi, j'ai des restaurateurs qui me disent le bénéfice commence dans la poubelle. Donc, voilà, on utilise tout et c'est ça le vrai savoir-faire des cuisiniers. C'est de pouvoir, je ne sais pas, moi je vais dire une bêtise, mais on utilise l'asperge, on coupe le tronçon et le tronçon, on ne le jette pas, on en fait un velouté, on en fait quelque chose. Et là, c'est pareil sur cet agneau, Benoît. Voilà, sur l'agneau, c'est pareil. Donc moi, j'ai essayé, j'ai réfléchi, je me dis, tiens, comment je l'utilise? Donc la première chose, j'enlève les os. Avec l'os et toutes les parures un peu graisseuses et fibreuses, j'en ai fait un jus. Donc ça met un peu de temps à faire un jus. Donc entre la coloration, le taillage d'abord, parce qu'il faut être précis dans le taillage des os pour avoir une coloration uniforme. Si vous avez des petits morceaux et des gros morceaux, ça ne colore pas de la même façon. Il y en a un qui va être brûlé, l'autre qui sera encore blanc. Donc on taille normalement pour faire des morceaux réguliers. Et ensuite, on en fait un jus. Alors un jus, c'est un peu d'ail, un peu d'échalote, évidemment des aromatiques. Hein. Alors moi, thym, laurier. J'aime bien le thym. Et après, une fois que c'est coloré, j'enlève le gras, le surplus de gras. J'en garde toujours un petit peu parce qu'en fait, le jus, si vous voulez, la particularité du jus, pour éviter de rajouter de la graisse étrangère à l'animal, on l'en garde un peu pour faire le liant. Et donc je ferai aussi comment je dégraisse et ensuite je mets ma garniture aromatique. Ensuite je mets un peu de vin. Alors pour l'agneau, pour moi c'est viande blanche égale vin blanc, viande rouge, vin rouge. Ça paraît simple. Ça, il faut retenir. Mais c'est assez simple. Un jus, alors après on peut le faire autrement. Hein. Très important. On fait bien un civet de lapin, on peut le faire en vin blanc ou au vin rouge, ou un coco vin, on peut le faire au vin blanc ou au vin rouge. Enfin voilà. Donc là on parle de l'agneau. J'ai mis donc du vin blanc et je fais réduire complètement et ensuite je mouille avec de l'eau une première fois à mi-hauteur, pour faire un jus bien épais, bien sirupeux, et une deuxième fois pour la cuisson. Et ça dure à peu près une heure et quart. Ah, moi je pensais que c'était 2-3 jours. Non, ça va. C'est fini ça. C'est fini ça. Et donc, alors le jus c'est long, mais ça vaut le coup de le faire parce que oui. vous utilisez des morceaux que vous auriez normalement jetés. Le jus, vous pouvez le faire s'il y en a trop par rapport au plat que vous avez fait. Vous congelez, ça vous fait un jus pour une autre fois. Et ça vaut vraiment le coup parce que sinon, quand on ne fait pas son jus, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une poudre d'une marque qu'on ne va pas citer, qui est pleine de produits chimiques, qui est très salée généralement. Et au moins, vous utilisez tout. C'est long, mais en fait, on met tout dans la casserole, on laisse 1h30, on écume plusieurs fois pour enlever le gras. Et après, Benoît. Et après, donc une fois que le jus est prêt, moi je le filtre. Les eaux partent dans un compost, parce qu'on peut aussi composter les eaux. Voilà, il n'y a pas de raison. Ça, au bout de 6 mois, vous avez quelque chose qui est complètement défait. Je récupère ce liquide et je le mets à consistance. C'est ça. Donc je l'ai fait sur mon lieu de travail. C'est vrai que tout à l'heure vous disiez... on n'a pas 3 heures devant nous. C'est la petite difficulté. Voilà, sinon, on l'aurait volontiers fait. J'en ai ramené un peu plus, évidemment, pour vous montrer tout à l'heure et le faire goûter. Ensuite, les parties, donc les parures, donc c'est-à-dire la panoufle, le ventre de l'agneau, je coupe des lanières
Également, je l'ai fait chez moi parce que ici, j'ai pas forcément le hachoir. C'est quand même du matériel un peu lourd. Hein, c'est trop, c'est trop imposant. Donc, je hache cette viande 2 fois dans mon hachoir. Alors après, on peut le couper au couteau. Hein. C'est un peu plus délicat, un peu plus difficile, un peu plus long sûrement. Mais l'idée, c'est de passer au hachoir. Et à la maison, quand on n'a pas de hachoir, on met dans un robot? Un robot? Non, oui. ça va faire trop pâté? Non, ça va. Et ce qu'il faut, le robot, dans ce cas-là, il faut le tailler déjà plus petit, mais il faut enlever surtout ces petits nerfs. Vous savez, la petite peau, les aponevroses, là. Celles qui doivent rester collées autour d'un... Ah ben, on le voit bien à de votre l'image. couteau, là. Ça, il faut le retirer. Voilà, vous retirez tout ça. C'est fastidieux, mais bon, un résultat, vous l'avez après. Voilà. Bah, la réalité, c'est que la cuisine, il faut se donner un petit peu de mal. On ne peut pas avoir un bon plat en 10 minutes. On peut avoir un petit hachoir, vous savez, comme, ah oui, les pouceaux. comme ça, là. Exactement, ça va très bien. Ça coûte 10 €. Exactement. Je ne sais pas ce que ça coûte, mais en tout cas... si, mais j'en ai acheté un, moi, justement, pour passer mes trucs au compost. Donc 10 €. Et donc j'ai passé cette viande au hachoir. À côté de ça, j'ai cuit un oignon ou deux. Donc la quantité, c'est... Quand on fait 1 kg de farce, pour 1 kg de farce, par exemple, on utilise 15% de matière végétale, donc de l'oignon. J'ai mis une petite gousse d'ail et j'ai mis des olives dedans, avec un peu de marjolaine. Et donc j'ai fait une chair à saucisse. Alors la chair à saucisse, c'est ça, avec que de l'agneau. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui a été fait en amont. C'est pas... Oui, ça je le fais chez moi. C'est pas appétissant comme ça, mais quoique. Ça peut se poêler aussi. Alors ensuite, une fois que ma chair à saucisse est faite, je la laisse refroidir. Et après, je l'ai embossé dans des boyaux d'agneau pour en faire des saucisses. Voilà. Donc, alors pour votre recette, Benoît, je rebondis là-dessus parce que vous, c'est votre métier. Si on a un peu la flemme de faire les saucisses, on peut aussi acheter des bonnes saucisses chez son boucher. Oui. C'est jouable. Non, vous me le pardonnerez. Non, je veux pas de ça. Parce que c'est pour ça que... oui, parce que sinon on ne va pas utiliser tous les morceaux. Voilà, exactement. Voilà. Et on fait quoi après donc, en fait, si vous voulez pas embosser l'agneau, enfin la farce, vous faites des petites boulettes. Vous faites des petites boulettes kefta, on fait des palais, en fait. Vous faites la forme que vous souhaitez. Et ensuite, on va juste les faire poêler. Ah voilà, déjà. Et ça marche aussi. Ça marche aussi. Sinon, ça, sinon avec un entonnoir, le boyau qui est là. En fait, il suffit de... Il a tout amené, c'est génial. Alors là, vous allez apprendre des choses. Je vois pas mal de personnes qui arrivent sur la cuisine. N'hésitez pas à vous asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir et à suivre la recette. Et à la fin, on dégustera tout ça. Le plus dur avec les gants, c'est attraper le boyau et pouvoir... voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Un petit jeu de patience. Je pense qu'on ne va pas le faire. C'est trop compliqué. C'est normalement, en fait, vous ouvrez le boyau et puis on le fait passer dans l'entonnoir. Exactement. Et là, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, on enlève les gants. C'est plus facile. Et même le deuxième, tiens. Allez, clac. Allez. Et en fait, ça va très vite. Il suffit de le... Ah, génial. Et voilà. Et ensuite, le plus long, c'est... J'ai une idée très parlante pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Vous avez tous compris, c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, on fait comme ça. Alors, je vais pas le faire. Alors, moi, j'ai une machine à embosser les boyaux et ensuite ranger la farce. Donc, bon, si on l'a pas, on le fait comme ça. Vous mettez votre farce à l'intérieur, vous trouvez un bout de cuillère en bois, un dos de cuillère en bois ou quelque chose comme ça. Et on enfonce la farce à l'intérieur. Donc on va quand même montrer comment on fait une saucisse. Alors la farce peut être diverse. Hein. Si vous voulez vous pouvez y mettre des épices, on peut y mettre des tomates. Enfin, c'est vous qui décidez de la recette, quoi. Moi j'ai simplement mis des oignons, des olives, parce que c'est la période, on a nos olives à nous. Et en plus j'en ai fait sécher un peu pour aller ensuite dans mon jus en fin de cuisson. Voilà. Donc, vous voyez, mais Benoît, les boyaux, on va pouvoir les demander au boucher. Au boucher, c'est possible. Bien sûr. Oui. Okay. En fait, ça s'achète en pelote. Je n'ai jamais acheté, voilà. moi, personnellement, c'est vrai que... On peut acheter des boyaux d'agneau, des boyaux de cochon, enfin voilà, pour faire votre boudin. Voilà, donc je l'enlève. Donc la farce, si vous voulez, le but c'est d'utiliser vraiment tout sur l'agneau. Là vous voyez à l'image, on a la mini saucisse. Voilà, si on ne veut pas l'embosser, on fait la chair à saucisse en petites galettes. Exactement. Est-ce que vous sentez les bonnes odeurs? Ça vous ouvre l'appétit? Alors, donc ça c'est
La première opération, c'est ce qu'il y a de plus long parce que, en temps normal, quand on fait une saucisse ou quand on fait une farce comme ça, il faut laisser un peu. Faut préparer ça la veille. Il faut les laisser maturer un peu, c'est-à-dire on y met un peu des épices, on y met des herbes. Et en fait, quand vous attendez un peu, la farce va prendre du goût grâce à ce qu'on y rajoute. Hein. Donc le gras, on y rajoute les aromatiques, on y rajoute des olives. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une farce qui est prête la veille. On peut la faire en direct, évidemment. Hein. Et l'idée, c'est de la faire la veille. Et après, vous avez le temps de préparer le reste de l'agneau. Parce qu'en fait, la recette commence maintenant. Avec la farce qui est là, ça c'est sûr. Et derrière, on enchaîne avec le dos. Donc le dos, c'est le filet. Alors j'ai déjà enlevé donc une première partie. C'est le filet mignon. Et ça, c'est le filet. La partie, on va dire, des côtes découvertes, c'est la moins grasse. Donc, ce qui est important, si vous voulez, si vous aimez l'agneau, si vous faites attention de ne pas manger trop de gras, en fait, il faut choisir la partie basse. Il ne faut pas prendre des côtes avec les carrés parce que c'est toujours très... c'est le gras au-dessus qui est très bon, hein, évidemment. Mais si vous voulez du maigre, prenez la partie basse. Et ensuite, comme il est là, je vais enlever donc cette petite peau blanche, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Je crois que le secret, c'est d'avoir un bon couteau qui coupe bien quand même, hein. Tout par de là. Hein. Oui, et puis ce qu'il y a aussi pour l'agneau, si vous voulez lui donner, on peut lui donner du goût à partir de ce moment-là. Quand on prépare cette viande, l'idéal c'est de préparer ça la veille, parce que le jus, il faut le faire la veille, la farce, il faut le faire la veille, donc ça se prévoit. Donc on a le temps, on le prépare gentiment. Comme ça, on le fait le samedi. Quand on a ses invités, on est tranquille aussi. C'est l'avantage. C'est exactement ça. Et quand on prépare cette viande, le but, c'est de lui mettre... c'est ce que j'ai fait sur cet agneau-là. Je l'ai massé avec un peu d'huile, un peu de sel, un peu de poivre. Et j'ai mis des aromatiques. Alors, à une époque, on mettait beaucoup d'aromatiques. On mettait surtout du romarin pour conserver les viandes. En fait, on peut utiliser toutes sortes d'herbes, si vous le souhaitez. C'est comme ça donne du goût à la viande. Exactement. Voilà. Et le romarin est une plante magique, hein, aussi bien. Alors c'est que on a tout ça dans nos forêts, hein, dans les collines, et il y a juste besoin de s'en servir. On peut faire des très bonnes infusions. On peut en mettre dans le jus d'agneau. On peut le mettre. On peut juste simplement le masser comme ça, laisser 2-3 brins de romarin sur l'agneau, le sel, le poivre, l'olive. Vous l'emballez dans un papier sulfurisé et vous le mettez au frigo ou dans une boîte hermétiquement fermée. On va éviter tout ce qui est plastique, etc. Mais on peut, avec des couvercles, des boîtes jetables, on peut très bien utiliser juste le couvercle pour ça. Ça, c'est déjà cuit, hein. Vous avez vu, ça va très très vite. Je vais prendre un petit bout de sopalin, une petite serviette. Tiens. Ah, sinon j'avais mon petit boîte derrière aussi. Donc l'idée, c'est, une fois que c'est cuit, déjà, ce qu'il faut toujours faire quand on fait une farce, il faut penser à l'assaisonnement. Donc l'assaisonnement est important. Donc l'idée, c'est d'en prendre un petit peu, une petite quantité, et en fait, vous le testez. Voilà. Donc ça, c'est pas encore prêt. Ça l'est. Donc en général, on prend un petit palais comme ça, et on le goûte pour vérifier, rectifier l'assaisonnement. S'il y a besoin de remettre un peu de sel, un peu de poivre, s'il faut mettre... alors dans la farce, on peut y mettre aussi de la mie de pain avec un peu de crème pour la rendre plus onctueuse. Ou alors on met des œufs, hein, si quelqu'un... Pourquoi pas, on peut mettre des œufs dans une farce justement pour le côté liant. Alors, je reviens sur le canon. Le canon étant prêt, je vais le saler, je vais le poivrer, et je vais le mettre en cuisson en direct. Voilà. L'assaisonnement, nerf de la guerre, on goûte, on vérifie, on assaisonne. Voilà. Le sel, il est là, dans ce petit pot. Voilà. Alors, ce que j'ai pas dit, mais avec ces parures, donc justement, on fait un jus. Avec les bonnes parures, on fait une farce. Là, je ne vais pas vous le faire en direct parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc, je le mets de côté et on s'en servira une autre fois. Si vous me permettez, je vais mettre ça juste derrière dans la boîte. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y a un filet mignon qui était là. Il est malheureusement tombé par terre, donc je vais le mettre de côté également. Voilà, je remets des gants. Et on va mettre en cuisson l'agneau. Alors, le canon d'agneau, ça cuit très vite. Faut toujours penser à démarrer doucement. Moi, j'aime pas quand c'est agressif. Et là, ça va être un petit peu fort, mais c'est pas grave. Je vais juste dégraisser un peu. Je vais dégraisser un peu parce qu'il y a beaucoup trop de gras.
Voilà. Non mais ça va pas. Voilà. Donc on enlève un petit peu de gras. Et je vais démarrer mon agneau juste comme ça. L'idéal, c'est de le cuire régulièrement sur toutes ses faces. Donc 2-3 minutes de chaque côté. Donc pour une pièce ronde, alors on aurait très bien pu le ficeler pour le rendre bien rond, comme j'ai fait ici. Là, je n'ai pas ramené la ficelle, donc il sera comme il sera. Mais il va être bien aussi. Voilà. Ça lui amènera rien de plus. Hein. J'ai juste pour bien gérer la cuisson, l'idéal c'est d'avoir quelque chose de rond et qu'on tourne toutes les 2-3 minutes. D'accord, ok, pour que ce soit régulier. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, les saucisses, moi je me suis amusé à les faire chez moi, donc elles sont toutes cuites déjà, poêlées, je les ai tranchées et je vais faire un petit montage tout à l'heure avec l'agneau. D'ailleurs, si vous voulez suivre à la lettre, on a les recettes imprimées, hein. Donc si vous voulez des recettes, vous levez la main, on vous les distribue. On a tout ça comme ça, après vous pouvez les refaire à la maison. Benoît, je vais rebondir là-dessus parce que vous nous avez parlé de compost, de zéro déchet, de tout utiliser. Et d'ailleurs, dans votre établissement, à Loucalen, vous avez une étoile verte au guide Michelin pour ça, qui est une étoile qui salue votre démarche durable. Et une étoile qu'on vous a donnée parce que vous avez vocation à être un modèle pour la nouvelle génération, pour justement aller vers cette démarche durable, parce qu'à Loucalen, c'est un projet vraiment global. Tout à fait. En fait, on a eu cette surprise d'avoir cette récompense l'année dernière. Et en fait, ça, pour moi, c'est plus qu'important parce que ça reflète vraiment ce qu'on voulait faire depuis longtemps. Et c'est ce qu'on a mis en place depuis longtemps dans les différents restaurants où j'ai travaillé, avec Alain Ducasse, entre autres. Oui, parce qu'on n'a toujours pas parlé de son parcours, hein, mais on va y revenir. Un jardin potager qui est juste à côté des cuisines et en fait qui est juste nécessaire pour pouvoir s'épanouir. Quand on a un potager, quand on a la chance d'avoir à proximité ou des partenaires des producteurs locaux autour. En fait, c'est quand même fabuleux, quoi. Moi, ce matin, j'ai ramassé des petites herbes, elles sont juste exceptionnelles. Et c'est pas passé au frigo, donc ça a le goût du jardin. Exactement. Et c'est ce qui fait toute la différence, je dirais, dans ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Et être éco-responsable, ça veut dire aussi faire attention à utiliser tout de A à Z, de ne pas gaspiller l'eau, de pas. Voilà, nous, quand on lave quelque chose, on ne lave pas dans un évier, on lave dans une bassine, et cette bassine d'eau va servir à plusieurs produits à être lavés, hein, comme des herbes, des aromatiques, ça risque rien. Et puis après, l'eau, une fois qu'on a lavé ses légumes, l'eau, on arrose les plantes, on arrose le jardin avec. On nourrit un arbre avec, et puis ça évite que. Et c'est pareil pour le compost, parce que du coup, tout le peu de déchets qui vous restent partent au compost et servent à amender le jardin. Voilà, et puis en fait, il y a aussi le facteur, on va dire, ne pas aller chercher les produits trop loin. Donc étant le minimum de. Et là-dessus, vous travaillez à quel rayon un peu autour de vous? Parce que vous avez beaucoup de producteurs autour de vous avec qui vous travaillez. Exactement. Et en fait, on a une personne qui s'appelle Charlotte qui travaille pour Agribio-Var et qui nous a. Ils sont sur la foire Agribio-Var d'ailleurs. J'ai recensé quelques producteurs qui nous intéressent et qui travaillent dans les bonnes conditions. Et on récupère leurs produits 1 fois, 2 fois par semaine. Voilà. Et pour les végétaux, c'est fabuleux. Et on a aussi notre propre potager. Et donc à Loucalen, vous travaillez avec un menu du marché qui change tout le temps en fonction de ce qu'on vous amène. C'est ça, hein? Exactement, c'est ça. En fait, le menu, alors évidemment, on donne une idée de ce qu'on fait, on l'inscrit un petit peu avant, mais il peut très bien changer parce qu'on ne reste pas toujours à produire. Quand un livreur arrive trop tardivement ou quand le produit n'arrive pas, on a toujours un plan B. Il faut penser au plan B pour pouvoir satisfaire notre clientèle. Et c'est là où intervient le savoir-faire du cuisinier, parce que Monsieur Witt, c'est très modeste. Allez, résumez-nous votre parcours en quelques mots, ça va être compliqué, mais racontez-nous tout ça. Moi, au départ, je suis natif d'Alsace. Et j'ai été élevé dans une ferme. Et donc, chez mes parents, on achetait très peu de choses. Et donc, en fait, on se nourrit avec les produits de la ferme, des produits locaux. Et bien souvent, à l'époque, c'était déjà on faisait un troc. Hein. Quand l'oncle venait avec ses produits de son potager qu'on n'avait pas, parce qu'on est dans un endroit où il fait un peu frais, lui il avait plutôt des serres, donc pour planter c'était plus simple. Et on échangeait des animaux contre des légumes,
la farine contre des œufs, enfin voilà, donc c'était vraiment le... Voilà. Et moi, Vous avez baigné dedans depuis tout petit. Moi j'ai baigné dedans, j'ai participé aussi au potager, un verger, enfin voilà, on avait tout. On avait des vignes pour faire du vin, voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'aller en cuisine? En fait, c'est suite à ça, parce que dans l'Alsace, enfin, dans ma maison en tout cas, la pièce plus maîtresse, la plus importante, c'est la cuisine. C'est là que tout se retrouve et tout se dit. Voilà. Et moi j'ai vu, à travers ça, je me suis dit, tiens, les gens sont quand même très heureux quand ils viennent dans cette cuisine. Et on mange, on picore et on passe du bon temps. Et je me dis, j'ai envie de faire plaisir à des gens, à des personnes. Et je vais choisir ce métier-là. Voilà. Donc j'ai commencé par un peu de la pâtisserie. Mais la pâtisserie, pour moi, c'est beaucoup trop précis, beaucoup trop... Voilà, il n'y a pas de... La pâtisserie, c'est au gramme près, alors qu'à la cuisine, c'est un peu à l'inspiration. C'est plus à l'inspiration, voilà. Et donc c'est ce qui m'a convenu. Et donc j'ai choisi de faire une école hôtelière en Alsace. J'y ai été 2 ans, j'ai fait en alternance dans un restaurant qui s'appelle le Chenambourg à Riquevire, un beau village, l'un des plus beaux villages de France également. Et ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller travailler d'abord à Lyon, chez Paul Bocuse, ensuite à Paris chez Gaston Lenôtre, et ensuite j'ai rencontré Alain Ducasse et c'est là que mon aventure a vraiment commencé dans le sud. À travers vous avez travaillé très longtemps avec Alain Ducasse, voilà. Fidèle lieutenant d'Alain Ducasse. Ouais. Et alors, c'était quoi? C'était la Bastide de Moustier d'abord, c'est ça? Le Louis XV en premier. Le Louis XV. Donc Louis XV, c'est restaurant 3 étoiles Michelin à Monaco, qui est vraiment la maison phare d'Alain Ducasse, c'est là où il a obtenu. Voilà. Palace, oui, une petite maison sans prétention. Et non, mais qui est vraiment la maison où Alain Ducasse a obtenu ses 3 étoiles et qui a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc le Louis XV. Le Louis XV, et puis après, dans quelques endroits du côté de Saint-Tropez, dans Saint-Rémy-de-Provence, un peu dans l'arrière-pays, mais toujours dans le sud et dans le Var. Voilà. Et pour ensuite revenir sur Monaco quelque temps. Et l'année Covid m'a fait changer. Oui, mais avant ça, Benoît, il y a eu la Bastide de Moustier, oui, l'hostellerie de l'abbaye de la Selle. Oui, aussi, voilà. Oui, bien sûr. L'abbaye de la Selle, voilà, dans le Var ici. Donc voilà, c'était pour faire court. Et donc l'abbaye de la Selle, en fait, vraiment l'aventure dans les auberges a commencé à la Bastide de Moustier. C'est là où je me suis vraiment épanoui et je me suis vraiment exprimé parce que, en fait, ce qu'on a appris auprès de nos mentors et notamment Alain Ducasse, de travailler avec des produits frais qu'on va juste ramasser dans le potager à côté, c'est juste fabuleux, quoi. Et c'est ce qui m'a toujours plu. Et c'est ce que j'essaie de retranscrire aujourd'hui, là où je suis, à Cotignac. Donc il a été pendant longtemps chef à l'abbaye de la Selle. Et d'ailleurs, ce soir, on aura en démonstration Nicolas Pierantoni, qui était son second. Et quand Benoît est parti, c'est Nicolas qui a pris la place. Mais du coup, je vous ai coupé, le Covid vous a fait changer? Oui, il m'a fait changer. Puis je me suis dit, j'ai besoin de choses plus vraies, plus terre à terre. Et donc, pas que Monaco, c'est un très bel état, un bel endroit pour travailler. Mais en fait... il y avait trop de réunions. Voilà, j'ai trouvé au cours de ma route, j'ai rencontré M. Graham Porter, qui est donc le propriétaire de Look Allen, et qui m'a très vite, en 2 mots, il m'a convaincu. Et celui qui m'a fait prendre la décision de partir de Monaco. Et voilà. Donc j'y suis maintenant depuis 3 ans, et ça me plaît énormément. Et je m'épanouis dans cette petite cuisine. Alors pour l'instant c'est le jardin secret, mais cette année on va ouvrir un bistrot qui s'appellera peut-être que bistrot. Voilà. Mais l'idée c'est de vraiment faire des cuisines à la flamme, au feu, et de se mettre aussi en danger parce que en fait quand on ouvre un restaurant, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge, et voilà. Donc là, pour le moment, il y a Jardin Secret. Le bistrot donne sur la place de Cotignac. Il est de ce côté, hein. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et c'est prévu pour quand, l'ouverture du bistrot? C'est prévu pour le mois de juin. Voilà. C'est imminent. Les dates, oui, c'est imminent. Et alors, vous allez proposer quoi, ce bistrot? Alors, sur le bistrot, on fera vraiment des plats... ça peut être des plats typiquement français, typiquement local. Hein, on peut utiliser... avec de l'agneau, on peut utiliser les tomates, on fera une salade de tomates, on fera des choses très simples. Quelques tapas aussi, parce que les gens aiment bien, avec notre ouverture du bar à pastis, manger des petites choses à grignoter. Donc ça peut être peut-être juste une soca avec quelques légumes, ça peut être un croquant, des légumes frais trempés dans une petite enchoyade, ça va être des omelettes froides, hein. On aime bien ici le crespéou, hein, avec les herbes dedans.
Et à côté de ça, on peut faire aussi un plat un peu plus fantaisie avec une galette de riz dans laquelle on va mettre des petits crustacés. Ça peut être aussi une salade thaï. Voilà, on va aussi sortir un peu du classique. Et j'avais une idée de faire un agneau, mais utiliser en été, tout le monde utilise les beaux morceaux, c'est-à-dire le gigot ou les côtelettes. Et moi, j'ai envie d'utiliser le collier. Et le collier, je le ferai simplement confire très longuement. Je prépare une aubergine, je vais la fendre en deux, je vais la faire griller, je récupère un peu la chair et ensuite je remets ma viande confite d'agneau à l'intérieur. Je remets mon aubergine, enfin mes 2 chapeaux d'aubergine l'un sur l'autre et je mettrai un petit bout de ficelle, de l'aluminium et je les jette ça dans la braise pour vraiment faire un caviar d'aubergine et finition de cuire, enfin on va dire redonner du goût à l'agneau avec l'aubergine. Non, je n'en jetais plus, il est 11h15, on a faim. On a faim. Et ensuite servir un caviar d'aubergine qu'on appelle aussi le baba ganoush, hein, avec un peu de fromage à l'intérieur. Oui, donc voilà, une cuisine de saison, produit d'ici, avec Exactement. la créativité. Ouais. Et ça peut être aussi un petit coquelet grillé avec une sauce tomatée un peu relevée et simplement des pommes frites cuites dans la graisse blanche. Voilà. On a une idée de la fourchette de prix du bistrot ou c'est encore un peu tôt? Non, c'est un peu tôt encore, mais ça sera en tout cas moins onéreux que le jardin secret. Les jardins secrets, le menu, on est à 60, 50 58 58. Oui, avec une entrée, un plat et un dessert. Alors cet endroit est merveilleux, il faut aller y dîner en été. Alors vous réservez à l'avance, mais en été sur la terrasse avec les petits lampions, la cuisine de Benoît, pour profiter un peu des soirées d'été, c'est merveilleux. Et on aura le bistrot donc plus décomplexé. Oui, exactement. Magnifique, on va venir. Oui. On va venir. Vous allez devoir venir à la télé me parler de ce bistrot, Benoît. Alors, on revient à cette recette. On revient à cette recette. Il nous reste une demi-heure, Benoît. Okay. J'ai remis donc les agneaux, les canons d'agneau que j'ai préparés moi chez moi la veille, cuits simplement sous vide, en basse température. Et maintenant, je vais les enfourner pour justement me faire un peu de place pour faire ma soca. Mais vous aviez allumé le four, vous êtes magnifique. Oui, bah oui. Alors, Benoît, on en est où? Alors, j'ai préparé ici une pâte à soca. Alors, la soca, c'est la farine de pois chiche, de l'eau. Alors, la recette est très simple. C'est farine de pois chiche, 50 g de farine de pois chiche, 120 g d'eau. On délaye. Vous mettez du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Mais il n'y a pas plus simple. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez, la farine de pois chiche, il y en a plein ici, notamment. Oui, justement, elle était là tout à l'heure. On a les pois chiches de Roch Baron qui sont là, producteurs émérites du Var. Ils sont sur la foire, allez les voir, leurs produits sont extraordinaires. Moi, ils m'ont réconcilié avec les lentilles. Et elle fait une pois chichade, enfin, elle fait des trucs magnifiques. Hein. Quelle est la différence entre la soca et la panisse? Alors la soca... Parce que l'année dernière, on a eu de la panisse en démonstration. Oui. La soca, c'est un appareil liquide comme une crêpe, une pâte à crêpe. Et la panisse, en fait, vous faites comme alors on va schématiser, comme une crème pâtissière, tout simplement. Il y a un peu... il y a un peu de lait, de crème? Non, pas du tout. Non, il faut la cuire comme une crème pâtissière. C'est-à-dire, vous êtes gentil, Benoît. Fait chauffer. Alors, on mélange... La recette, c'est 1/3 pour 2 tiers d'eau. 1 tiers de farine, 2 tiers d'eau. On fait bouillir une moitié de l'eau. Vous mettez du sel, du poivre et de l'huile d'olive et ensuite vous délayez l'autre partie d'eau froide avec la farine et on mélange les deux ensemble comme une crème pâtissière et on laisse épaissir. Par contre, il faut la cuire au moins 20 minutes. Oui. Voilà. Alors que là, on part d'un appareil liquide exactement, qu'on cuit comme une crêpe. Et qu'on cuit comme une crêpe. Alors, la tradition, alors s'il y a des Niçois dans l'assemblée, ne m'en non mais on est chez nous. On est chez nous, Benoît. C'est pas comme ça. La tradition, c'est de la cuire dans un four après. Hein. Donc là, une poêle Tefal qui va dans le four, j'en ai pas ici. Mais en fait, sinon vous mettez l'appareil dans la poêle et la poêle au four. Exactement. Ok, parfait. Et après, donc elle a un côté doré, un côté plus souple au-dessus. Voilà. Magnifique. Et là... Donc du coup, on cuit ça comme une crêpe. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis bretons. Étant moi-même bretonne, je suis passée voir les Queen Yaman ce matin. Ils sont dans le hall aussi. Donc une fois que vous aurez goûté la soca, vous irez goûter la crêpe version bretonne là-bas. Mais là, on va continuer par faire une crêpe niçoise. Oui, en fait, il faut être généreux dans l'huile. Oui, en fait, il faut être généreux dans l'huile. Vous voyez, j'en ai mis exprès volontairement beaucoup, que ça baigne un peu. En fait, une soca, c'est quelque chose de réconfortant. Et en général, on mange ça l'hiver avec un petit vin rosé ou avec un vin blanc. Enfin, c'est un apéritif, quoi. Magnifique. Voilà. Là, on va laisser dorer comme il faut la crêpe. Et ensuite, je vais la retourner. Mais on peut aussi la laisser juste comme ça. Voilà. Pensez à toujours l'assaisonner au départ. Soit bien poivré, non ? Bien poivré, exactement. Oh là là, ça le poivre, c'est justement pour faire boire les gens.
Et d'ailleurs, à ce sujet, Et d'ailleurs, dans pas longtemps, j'allais y venir. Roland Mistre va venir sur scène. Roland, vous pouvez venir nous parler un petit peu du vin, si vous voulez. Non. Oui. Comme ça, Benoît va finaliser gentiment sa recette. Oui. Dis-nous tout, Benoît. Ouais, en fait, j'ai juste pour vous dire qu'on peut rajouter dans cette crêpe, on peut rajouter un peu de cébette, on peut rajouter un peu de courgettes. En fait, c'est vraiment... voilà, donc c'est ce que je fais. Je vais mettre un petit peu ces légumes dessus, qui vont donner du goût à la soca. C'est hyper bon. On peut faire un plat végétal qu'avec ça, une entrée végétale. Vous mettez des asperges, au moment c'est les périodes des asperges, émincez des asperges. Et pendant que ça cuisine, en fait, j'aurais dû le faire un petit peu avant pour que ça accroche. Là, je vais peut-être juste rajouter un petit peu d'appareil pour que ça reste collé sur cette pâte. Et oui, l'idée, c'est un peu comme une omelette. On jette son appareil dedans, on met des cébettes, des courgettes. Exactement. Si vous avez des légumes qui se gâtent un petit peu ou des herbes qui se gâtent un peu, émincez-les et vous mettez les à l'intérieur. Voilà. Donc, alors du coup, on va laisser la parole à Roland qui va, avant de nous faire goûter, va nous parler du vin qu'il... Tiens Roland, je te donne le micro, il va nous parler du vin qu'il a choisi pour aller avec cette recette. Merci Marie. Écoutez, je vous retrouve puisque l'an passé on avait fait la même présentation évidemment avec des plats différents. Mais avant peut-être de vous parler du vin et de l'accompagnement qu'on va réaliser tout de suite, je vais peut-être vous présenter, puisque notre principal sponsor étant le CIVP, l'ensemble des appellations qui constituent les vins de Provence. Est-ce qu'on peut passer la carte s'il vous plaît? Voilà. Donc vignoble de Provence, CIVP, vous les connaissez. Côte de Provence essentiellement, l'appellation la plus importante. Les coteaux d'Aix et les coteaux varois, puisqu'ils sont là où nous sommes aujourd'hui. Donc en gros, si vous voulez, en termes de quantité et de volume, nous avons entre 22 et 23 000 hectares pour les côtes de Provence, 2200 hectares pour les coteaux varois et 3200 hectares pour les coteaux d'Aix. Ça vous donne globalement le niveau de volume de production que nous avons sur nos appellations. En dehors des trois grandes appellations, nous avons aussi les DGC qui sont indiqués ici. DGC, donc c'est délimitation générale contrôlée, à savoir la première qui a été faite en Côte de Provence, c'était Sainte-Victoire. Ensuite, on a eu la Côte de Provence-Lalonde. Et puis Côte de Provence-Pierrefeu, Notre-Dame-des-Anges et Côte de Provence-Fréjus, qui ont des diversités, des spécificités dans leur cahier des charges, et évidemment qui essaient d'être le reflet du terroir particulier avec des conditions de production et d'élaboration un petit peu différentes de l'appellation générique des Côtes de Provence. Voilà. Donc le CIVP, les cépages essentiels que l'on retrouve dans les trois appellations, Syrah, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre de Carignan pour les rouges, Grenache noir, Cinsault, Syrah et Rolle pour les rosés, et puis pour les blancs, donc Rolle, Grenache blanc, Clairette, Uni blanc. Voilà, je pense avoir fait le tour des cépages que nous utilisons en Provence. Alors pour ce qui concerne donc la première présentation que on va vous faire concernant, donc, pour accompagner ce que Benoît Witz vient de vous préparer, nous aurons un rouge coteau-varois du domaine de Ramatuelle, donc à côté, sur Brignoles. Donc ce sera un 2020, je ne vous dis pas de bêtises, je regarde 2022. Donc au niveau de la constitution et des cépages qui participent, nous avons donc Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Carignan et Syrah. Voilà. Maintenant, je pense avoir fait cette introduction et ensuite on y revient. Je vous fais déguster maintenant ou pas, Marie? Non, pas encore. Bon, on attend. On attend un peu. On attend un peu. Dès que ensuite on accompagne pour les plats donc préparés par Benoît. Voilà. Okay. Si vous avez des questions concernant les appellations, je suis là pour vous répondre. Et ensuite, on dégustera ensemble parce que l'important, vous le savez, aussi bien que ce qui vous est préparé, c'est dans le verre que tout se passe. Voilà. Donc moi, c'est plutôt dans la poêle que tout se passe. Chacun son instrument. Donc voilà, j'ai donc ma galette Soca qui est prête. Je vais la nourrir un petit peu encore d'huile. Vous voyez, c'est vraiment une éponge, mais en fait, il faut mettre une bonne huile. Ça a l'air tellement bon. Et ensuite, je vais la positionner sur ma planche ici. Alors, c'est vrai que j'aurais pu amener une deuxième planche. Ouais, on est un peu ric-rac. Ah, mais vous êtes habitué à vous étaler, Benoît. Voilà, vous voulez qu'on fasse quoi? Que je vous fasse un peu de place quelque part? Non, ça va. Ça va aller? Donc, je disais tout à l'heure, l'agneau, je l'ai mis au four. Donc, les canons d'agneau étaient en cuit. Donc, ils sont chauffés. Ça, c'est la petite selle que j'ai levée devant vous et que j'ai récupérée avant. On va montrer à l'image, pas la peine de la mettre au four. Et ensuite, j'ai préparé une petite chapelure ici avec
du pain rassis et des feuilles de menthe que j'ai concassées. Alors Et vous voilà. avez ça Et je vais sur la rouler. recette parce que j'ai trouvé ça super sympa. On mixe ensemble de la chapelure et de la menthe. Ouais. La chapelure, c'est simple. On prend du pain très sec, on met ça dans le robot Exactement. et après on mixe avec de la menthe. Ça fait une chapelure verte. Ça va apporter un goût un peu frais aussi, j'imagine. Exactement. Et Et, donc- l'agneau se marie bien avec de la menthe, quoi. C'est une C'est une super recette idée. assez classique. Quand on parle d'une recette classique, c'est souvent on accompagne une béarnaise à la menthe, comme on Oui. appelle ça une sauce paloise, avec l'agneau. Voilà. Donc Magnifique. c'est un peu anglais quand même. Hein. Et du coup là c'est le canon. Non, pas le canon. Qu'est-ce Le qu'on a canon, dit c'est ça, Si, le canon canon. d'agneau. Exactement. On le voit à l'image. Là, le canon d'agneau, on le roule dans la chapelure. Ça, vous pouvez faire ça avec plein de choses. On bah peut faire à fait. des panures, des chapelures de toutes sortes avec du poisson. Avec du poisson, on peut mettre de l'ail, enfin on peut mettre ce qu'on veut. Hein, ce que vous avez des herbes qui sont un petit peu fatiguées, même le romarin, frais, toujours frais, ça se mixe beaucoup mieux. Hein. Et donc ça, c'est la partie intéressante, c'est de mettre la chapelure autour de l'agneau. Alors là, je l'ai fait en direct, sans à chaud, directement comme ça. Ensuite, quand on a besoin, si vous voulez le manger de suite, il suffit de trancher ou de repasser un petit peu au four pour l'avoir chauffé. Ce qu'il faut toujours penser, c'est quand on fait une cuisson d'agneau, si ça dure 8-10 minutes, il faut penser au moins la moitié de temps de cuisson en repos. Toujours. Pour éviter que le jus il sorte. Quand vous tranchez une viande qui a été saisie, vous la coupez de suite, il y a du jus qui sort de suite. Si vous la laissez reposer, vous la repassez un petit peu au four juste pour la chauffer. Et vous coupez ensuite, le jus reste à l'intérieur. Alors, on C'est reprend que les parce que moi, fibres. j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ils le font tous. Oui. Elle sort du four, Oui. on la met sur une grille, on la coupe et on la met sur une grille ou on... Ah non, on la coupe pas, on la touche Quand, pas. quand On la vous laisse dites on reposer. la laisse reposer, donc C'est-à-dire on on la la met à sort. température ambiante quelque part à côté de votre four, de votre poêle ou de votre piano. Et ensuite, on attend que la moitié du temps de cuisson, on attend en repos. D'accord, donc si on a fait cuire 10 minutes, on attend 5 minutes. Si on a fait Exactement. cuire une demi-heure, on attend un quart Mais d'heure. si vous voulez attendre 10 minutes, c'est pas grave non plus. Hein. Au plus on attend, au mieux c'est. Hein. Ok. En fait, et c'est pour que après, justement au la dernier viande- moment, on repasse au four 5 minutes pour Exactement. remettre à température. La viande, Et c'est ça, un- moi, j'ai testé dernièrement, ça change tout. Hein. Ouais. La viande c'est un muscle, donc quand vous l'agressez, tout d'un coup il se raidit. Et une fois qu'il est raide, il va surtout faire en sorte que tout doit sortir. Si vous laissez reposer, la viande se détend. Et ensuite, avec l'inertie, le jus reste à l'intérieur. La chaleur continue à chauffer, à donner... ça cuit pas, hein, à garder au chaud la viande. Et la cuisson se fait gentiment vers l'intérieur. Il suffit de repasser un petit coup au four très chaud pendant Ouais. quelques minutes. Et ensuite, vous tranchez. Et puis c'est fait. Et ça, moi, je l'ai testé à Pâques pour un gigot d'agneau. Et c'est un copain Ouais. cuisinier qui m'a dit, surtout, il sait que je suis pas patiente. Donc il a insisté en Attends un disant, peu. tu laisses reposer. Et ça change tout. La viande est moelleuse, elle est tendre. C'est vraiment une astuce Exactement. de chef à retenir ça. Exactement. Et après, il y a aussi, en fait, si vous voulez garder une viande avec une peau croustillante, il ne faut pas le couvrir. Si vous avez une viande qui est plutôt moelleuse et qui ne nécessite pas de croustillant, enveloppez-la dans un papier ou dans un aluminium ou quelque chose, vous mettez un couvercle dessus et ça gardera aussi la chaleur et la chaleur pénètre mieux. Donc ce que je voulais vous dire, là j'ai pris l'agneau que j'ai cuit en direct, je l'ai pané directement dans la chapelure. Mais l'idéal, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais sortir mon agneau qui est ici. Bonjour. Le chef suivant arrive, c'est Jocelyn Dubourg, qui se met en place, qui met tout ça au frais, qui Ça veut dire prendra que je suis le en retard, relais c'est ça à 12h15. Pas du tout, Benoît. bon. On est au top, il est qu'il est en 11h30. Jocelyn, c'est qu'à 12h15, donc on est large, on a le temps Alors. de finir, de faire déguster, puis on n'est pas à la pièce. Oui. Alors l'agneau qui est cuit donc au four, Enfin, Benoît a peut-être un service à faire, en fait, Oui. quand même. je vais simplement le rouler dans le jus. Et le fait de le rouler dans le jus, ça va lui donner un côté brillant que je vais utiliser. En fait, ça fait une petite laque que je vais utiliser pour paner correctement mon agneau. Voilà, Mon Dieu, que c'est beau. voilà, tout simplement comme ça. Est-ce que vous avez l'eau à la bouche? Ah, Je suis sûre, tout le monde me dit des grands oui, je suis sûre que vous avez hâte de déguster. Je Ah. vois que le public arrive plus nombreux maintenant que l'heure de midi arrive et que les dégustations arrivent. Hein. Alors, On sort une bonne l'agneau du... idée, c'est d'avoir mis au chaud une petite plaque. Alors, il faut éviter que ça brûle dessous. Donc, on va protéger ça comme ça. Je ne voudrais pas esquinter le premier jour le plan de travail. Ce serait bien parce que notre Dommage, hein. partenaire Socook va nous taper sur les doigts sinon. Oui. Alors, ça, c'est ni plus ni moins de la soca que j'ai poêlée moi ce matin. Ça, c'est la même chose que ça, sauf que j'ai pas mis de De courgettes j'ai pas mis d'ingrédients autres. Je vais les mettre dessus. Voilà. pour les remettre à température. Exactement. Alors, la plaque chaude,
ça chauffe directement. Donc je prépare. Donc, On fait chauffer le four avec la plaque dedans, comme ça elle est chaude et ça va vite. Exactement. Et ensuite... Ah ben on a la dame des pois chiches qui est là. Ah, Venez nous dire un petit mot sur vos pois chiches. qu'on apprécie beaucoup. Venez avec C'est nous. vrai, hein. Les Nous pois avons- chiches de Roque Baron, connus dans le monde entier. Vous vous présentez, vous nous racontez un petit peu vos produits? Allez. Alors, nous sommes producteurs donc à Roquebaron, la famille Trabot, voilà. Benoît Vuit nous connaît depuis au moins 20 ans. puisqu'on le servait à 25. l'abbaye. 25, à 25 l'abbaye de ans. Lancel. Eh oui. Voilà. Et donc, on cultive donc nos pois chiches, nos lentilles et nous faisons de la farine de pois chiches. Voilà, Benoît nous disait que vous aviez quelques produits que vous transformiez aussi en les pois chiches. Vous les proposez aussi transformés? Bien sûr. Bah oui. Oui, je fais ma fameuse salade de pois chiches. Donc, après, je fais la soca, bien sûr. Je fais la panisse. Et là, j'ai fait aujourd'hui des beignets de lentilles. Magnifique. Et alors vous êtes où là? Vous êtes dans le hall gastronomie? Vous êtes devant? Au coin des producteurs? Donc au coin des producteurs, en sortant du hall, vous avez les pois chiches, les lentilles de Roque Baron. Et je vous invite à aller faire le plein. Moi d'ailleurs, je vais le faire le plein ce week-end, puisque vous m'avez réconcilié avec les lentilles. Maintenant, j'en mange tout le temps. Et les lentilles, c'est une très bonne source de protéines. Produit très sain, qui est facile à cuisiner. Et quand on a des bonnes lentilles, C'est vrai. c'est juste merveilleux. Alors, donc, je vais donc imminemment couper mon agneau. Je Donc- vais d'abord émincer un petit peu de courgettes, un peu de cébettes pour mettre sur mes socas, Histoire d'être sûr, histoire d'être sûr. histoire que ce soit généreux. Voilà. On est sur les premières courgettes, Benoît? On est sur les premières courgettes. Alors, j'ai découvert des courgettes chez... alors, elles viennent de... Celles-là, non, mais les premières que j'ai découvertes, elles viennent de Mouriès. Et en fait, la variété, le nom, c'est Loustalais. Le producteur Loustalais à Mouriès. Et en fait, il a une particularité, c'est que dans sa culture de courgettes, lui, il soigne ses plants et ses courgettes avec de la musique. C'est Mais pas non. une plaisanterie, mais c'est vrai. Il fait passer de la musique. en Alors fait, j'ai c'est déjà comme ça. entendu, j'ai déjà vu ça pour les poules. Et J'ai en visité fait, un poulailler au Pradé qui mettait de la musique dans le poulailler pour qu'elle Exactement. soit pas stressée. Et mais lui, ça- il fait ça avec les courgettes. Exactement. En fait, c'est pas pour les stresser, c'est pour les protéger des insectes. Ah, et des insectes, oui. Exactement. Très bien. Et en fait, voilà, c'est bien connu, hein. Alors là, j'ai mis de la cébette. Je vais mettre un petit peu d'aillé, hein, donc l'ail tige, hein, qu'on a en Provence. On a de la chance d'avoir ces produits-là. Et ensuite, je vais déposer donc la saucisse. Alors j'ai dans ma cuisine au jardin secret, j'ai fait des saucisses. Donc elles sont là. Je les ai coupées en tranches. Voilà. C'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. J'aurais pu les faire chauffer aussi un peu. Donc on va les mettre dans la poêle ici. En attendant, je vais mettre ça dans le jus. Voilà, juste un petit peu. Je vais en mettre sur les socas. Et ensuite, on va déposer un petit bout d'agneau sur chaque... voilà. Là, on voit la recette qui va se terminer. Vous la voyez venir. La petite tranche de soca, la petite tranche de soca. saucisse, Exactement. le bout d'agneau à côté. Et puis on peut en rajouter ici. Alors si vous voulez, on peut mettre de la courgette, on peut mettre des fèvettes en ce moment, on peut mettre des asperges. En fait, la recette est vraiment très libre et très ouverte, hein. N'hésitez pas À laisser mettre parler votre imagination. C'est Exactement. ça la cuisine. On Exactement. laisse parler l'imagination. Donc c'est vraiment la soca, c'est une base sur laquelle on va déposer ce qu'on veut. Idéalement, c'est la manger comme ça, mais si on aime quelques légumes, n'hésitez pas. Voilà, je vais en poser comme ça. Alors je ne sais pas si ça va être facile à manger, mais en tout cas, il faudra venir se déplacer et prendre une petite serviette. Et je vais vous mettre un pic dans chaque soca. Moi, je vais ouvrir les puissiez- pics. Oui, qu'on puisse les déguster. Voilà, comme ceci. Moi, je vais rappeler Roland. Est-ce qu'il est dans le coin? Ah bah oui, tu es là, juste devant moi. Je pense qu'on va pouvoir commencer à préparer le service de tout ça. Oui. Alors, là, il faut y rajouter évidemment un peu de fleur de sel. On va y rajouter aussi du poivre, hein. Obligatoire. Et j'en profite parce que comme Marie est en train de préparer les petits pics pour que vous puissiez goûter la cuisine de Benoît Witz, un chef au jardin secret à Loucalin, à Cotignac.
Eh bien, j'en profite également pour vous rappeler qu'on est en direct. Bien sûr, vous nous entendez au cœur de la foire de Brignoles en Provence Verte. On est aussi en direct sur le 94.5. Vous pouvez nous entendre à la radio sur le 94.5. Et là, dans quelques instants, vous allez pouvoir déguster. Ça sent bon et c'est très beau. Franchement, c'est vraiment très beau. Et dans quelques minutes également, eh bien, ça sera Jocelyn Dubourg qui sera là, chef à la plage et à la Paillote à Gien. On aura l'occasion de découvrir ce chef bien connu aussi, avec Marie Tabaki, qui est journaliste culinaire et qui va nous le présenter, ce chef journaliste culinaire, le Var des gastronomes, Marie Tabaki, qui anime ce week-end de la gastronomie, ma chère Marie. Et oui, donc on est vraiment impatient de goûter à tout ça. Et alors moi j'étais intrigué, alors tout à l'heure tu as parlé un tout petit peu, le chef a parlé un tout petit peu de ces herbes aromatiques, mais ces grandes feuilles, moi je suis intrigué par ces grandes feuilles. Tu sais ce que c'est toi, Marie ? Alors j'ai envie de dire que c'est de l'ail des ours, mais on va demander au chef qui va nous en dire 2 mots, parce que c'est lui le spécialiste. Marie était incollable. C'est moi qui... C'est bien l'ail des ours. Ah, c'est Voilà. génial. Et ça, chef ? Et ensuite, à côté, j'ai aussi de la micro-pousse de petits pois. Parce que bon, on est dans les légumes verts, on est au printemps, on mange aussi des petits pois. Et en fait, c'est Demi Latz, un jeune que j'ai rencontré il y a 3 ans maintenant à Cotignac, qui s'est lancé dans l'hydroponie. Voilà, c'est de cultiver des petites germes comme ça. Dans l'eau, non ? Dans l'eau, exactement. Exactement. Et il fait ça merveilleusement bien. Et c'est une petite touche qui est sympa à rajouter dans nos plats. Voilà. Et on mange ça comme une salade, en fait. Exactement. Voilà, c'est des micro-pousses qui ont... Donc, ça, c'est des petits pois. Il me fait aussi des tournesols. Il me fait des petits basiliques. Il me fait des radis, de la roquette, des petites feuilles de chiso, des choses qui viennent un peu d'ailleurs, quoi. Et c'est très intéressant, en tout cas. C'est une herbe, en fait, c'est une herbe qui a un peu de caractère. C'est une salade qui a un peu de caractère. Exactement, c'est des graines qui sont D'accord. germées et qui donnent vraiment le goût. Enfin, voilà, déjà, on a la forme des jeunes pousses de petits pois. Et en plus, on a le goût du petit pois. Voilà. C'est vraiment, vraiment génial. Qu'est-ce que ça sent bon et qu'est-ce que c'est beau. Dans la poêle, c'est beau, avec ce petit fagot là d'herbe, etc. Donc, c'est vraiment très joli. Il y a de la couleur, des petites fleurs. Qu'est-ce qu'on met Ça, c'est les petites chef fleurs de soucis. Voilà. Petites fleurs de soucis. Je distribue mes soucis, en fait. Incroyable. Bon, il nous reste 10 secondes pour ce live. Enfin, en tout cas, pour ce direct. Mais nous, on va continuer, Marie, bien sûr, avec les chefs qui vont se suivre ici, qui vont s'enchaîner. On va continuer tout le week-end. On a Roland qui va nous faire goûter le vin qu'il a choisi pour aller avec cette démonstration, en partenariat avec les vins de Provence d'ailleurs. Tu avais présenté le vin, Roland ? Moi, j'ai rien suivi. Non, ok, donc c'est au tour de Roland. Alors, j'espère que vous suivez, vous, parce qu'il va falloir me rattraper en plein vol. Je ne vous ai pas encore présenté le vin, je vous ai parlé simplement des appellations qui composaient notre grande région Provence. En l'occurrence, Voilà aujourd'hui, pourquoi on s'ennuie. nous avons donc Domaine de Ramatuelle, donc sur Brignoles, millésime 2022, et donc qui va accompagner toutes ces excellentes présentations-là. Et j'en ai déjà l'eau à la bouche parce que c'est... Rien que les effluves aussi, c'est parfait. Donc, alors, dégustation rouge 2022 Ramatuelle. Donc, on a une des particularités de cet assemblage. Ah ben, par exemple. Les verts. Qu'est-ce qui fait passer là ? Allez. C'est quelqu'un qui pourrait servir parce que j'ai le tendinite au coude là. Oui. Vous les goûtez, J'ai du mal à relever la bouteille, donc c'est pas courant chez moi, mais ça arrive. Donc j'ai une tendinite au coude là. Bon, voilà. Donc vous allez et après on va commenter ensemble la dégustation de ce vin. Ah oui. C'est ça. Ah oui.
Allez, donc, puisqu'on commence à vous servir, donc, la qualité essentielle de ce vin, là, au niveau de l'agitation, vous voyez que nous avons des notes de sous-bois, hein, de cuir un petit peu, et puis surtout de fruits noirs, hein, donc qui commencent à s'exprimer. En bouche, on a beaucoup de finesse au niveau de l'attaque, une texture qui est assez constante, et la finale se prolonge avec une teneur assez importante. Au niveau des tanins, c'est des tanins qui sont assez denses et assez serrés. On n'est pas encore au maximum de l'expression, mais c'est quelque chose qui déjà se maintient fortement avec un bel équilibre dans une dégustation du début à la fin. Hein, ça on le ressent très bien au niveau de la dégustation. Ouais. Par contre, au niveau aromatique, c'est bien ce que je vous disais. Tu essaies de... N'hésitez pas donc à agiter le vin. Ouais, c'est ça. Et vous aurez à ce moment-là donc tous les éléments qui composent le bouquet. Notamment, je vous dis, des notes de sous-bois, de chocolat aussi qui remontent, en bouche évidemment. Mais la dégustation, donc, vous l'avez dans le verre, c'est une question d'échange. Hein, donc si effectivement ça ne correspond pas à ce que vous pouvez ressentir, c'est pas gênant. Hein, parce que chacun a ses propres descripteurs en termes de dégustation. Vous pouvez y donner et mettre d'autres mots dessus. Mais globalement, après, on peut s'entendre. Et selon ce que vous me dites, je vous expliquerai pourquoi vous le ressentez comme ça. En termes d'acidité, c'est quelque chose qui n'est pas très agressif, hein, au contraire. Hein. Donc on a un bel équilibre, donc qui devrait nous permettre d'accompagner tout ce qui est en train d'être préparé là, qui est assez plus qu'appétissant et même remarquable. Merci. Oh, ça doit faire 13, ça. Je veux dire ça de suite. Ouais, j'ai pas les lunettes. Ça tient. On va voir. Hop. Oui, 13. 13, c'est ça. Bon, après, au niveau des rouges, vous savez... sur des rouges qu'on conserve un peu, minimum 13, 13,5. Vous savez que dans les bandoles, on est plus élevé. Dans les Châteauneuf, évidemment, beaucoup plus. Et si après, on a sur des rouges un peu plus, disons, habituels, où on pense plus sur la fraîcheur et le fruité, là, on est entre 12 et 12,5, avec les demandes par rapport à la consommation d'aujourd'hui. Mais globalement, sur ces vins-là, qui sont un peu élaborés en termes de vieillissement et de conservation, 13, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, quoi, hein. Même si les demandes en termes d'équilibre au niveau de l'alcool sont fortes, l'alcool est un élément important de la dégustation. Mais sachez aussi, c'est pas une boutade, que 85% du vin, c'est de l'eau. Ouais. Et 85% d'eau biologique, n'oubliez pas ça. La plus pure qui puisse exister, c'est l'eau du vin, Ouais, je pense que... qui est contenue, qui est synthétisée par la plante. Je pense que... Ouais. Non, mais qu'ils le prennent comme ça, tu vois. Il faut se mettre comme ça parce que c'est un peu délicat. On va y arriver. Ouais, j'espère. Courage. Si vous êtes tous, vous avez tous un verre, hein, il y en a encore 2, 3 là, donc à disposition. Vous choisissez. On fera passer tout ça. Ça, on trouve ça... Tropique. moi, je travaille avec, un fournisseur qui s'appelle Olivier, ou dans le commerce, peut-être, je sais pas, dans certains magasins de... Vous savez, comme... pas des magasins de gadgets, mais pourquoi pas. Ouais. Ceux qui sont en général, qui font des festivités, comme... ouais. Je sais pas. C'est quand même assez pratique parce que effectivement, quand on a une seule pique, souvent, quand il y a plusieurs composants comme ça tombe. Ouais, ça et là, tombe. avec les 3, on le fixe bien. Hein. Normalement. Alors dessous, la Soca, elle manque un peu de... Moi, je sais pas. Voilà, hein, c'est croustillant. Moi, je vous dis, pour certains qui sont chasseurs, ça ressemble, on dit chez nous, une fourquette. Quoi. Donc, Alors, est-ce que vous allez voir? Bah voilà. il y en a 3 coupés en 3, voilà, ça tient, il n'y a pas de souci. Hein. Merci Benoît. Je vais récupérer la plaque, je vais mettre... C'est un peu délicat, hein, mais si tu veux, Marie, si tu reviens, je les mets sur les serviettes directement. Et ça ira plus vite. Tu vois, regarde. Et comme ça, à la limite, les personnes viennent... Exactement. Et ceux qui veulent venir les chercher, n'hésitez pas. Si vous en voulez d'autres... Hein, c'est pas simple. Hein. Oui. Tu as tout... Voilà. De la Soca. Celle-là.
Bah, ok. Oui. Pas dans un four. Mais c'est vrai que ça remplace les œufs. Hein. Si vous êtes on peut utiliser la farine de pois chiche, la cuire simplement. Alors le mieux, c'est quand on prépare un appareil à Soka, on le prépare la veille pour que la pâte ait le temps de gonfler. Voilà, ça c'est quand même mieux, quoi. Donc il faut le dire, quoi. Il faut signaler que c'est mieux de le manger, de préparer ça la veille. Mais sur le coup, ça va aussi. Vous mettez un petit peu moins d'eau. Juste au lieu de mettre 50 grammes de farine, enfin mettez 50 grammes de farine, mettez 120 grammes d'eau, mettez que 100 grammes d'eau et ça ira aussi, quoi. Et, non mais le mieux c'est la veille, mais si vous le faites le jour même, enlevez juste 20 grammes d'eau et ça ira bien. Voilà. Donc là je vais finir. Alors on m'a posé la question, l'origine de l'agneau, donc c'est des producteurs du Var qui sont sur la foire tout le week-end. Et donc, je reprends mes petites notes. Donc, on a 2 éleveurs présents sur la foire ce week-end. Le premier, c'est le GAEC des Graous. C'est la famille Bellini qui est éleveur à Châteauvieux. Et le deuxième, donc ceux-là, la famille Bellini sont présents aujourd'hui. Et le deuxième, c'est le GIE du Bruy. C'est la famille Fabre à la Roque Esclapon qui seront présents demain à la foire. Ils sont juste à la sortie du hall, en sortant sur la gauche, et je vous invite à aller les voir. C'est la filière ovine du Var qu'on a choisi de mettre en avant cette année. Le thème de la foire étant la ruralité, on s'est dit que c'était cohérent de mettre en avant nos éleveurs. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ce sont de très bons produits locaux. Concernant les verres et vos petites serviettes, on va passer avec ce qu'il faut pour ramasser tout ça pendant que Benoît va faire sa petite vidéo Instagram comme il adore. Il faut savoir que Benoît est un chef qui a un téléphone à touche et qui ne répond jamais à son téléphone. Et pourtant, il est là. Ah, mais on ne s'est pas appelé une seule fois pour organiser ça, Benoît, quand même. Hein. C'est vrai. Si vous avez les mains libres, je vous propose d'applaudir le chef pour cette belle recette et de le remercier de sa présence. Merci, Benoît. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ton invitation. Et c'est toujours un plaisir de venir ici. Ne me le dis pas 2 fois. Hein. Ne me le dis pas 2 fois.